Merci de choisir Niwa d'Info. C'est une nouvelle semaine de négociations pour la paix en République démocratique du Congo qui débute ce lundi 17 mars 2025. Des négociations de paix directe entre Kinshasa et le M23 débuteront demain mardi à Luanda sous l'égide du président angolais Joao Lourenço qui a d'ailleurs appelé dimanche à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Mais avant cette rencontre de haut niveau, une première réunion a déjà débuté aujourd'hui même à Harare au Zimbabwe, celle des ministres des Affaires étrangères de la SADC qui se retrouvent pour travailler sur le document établi en février dernier par les chefs armées des pays des deux régions. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Visiblement, les choses bougent et ces deux réunions annoncées auront un impact significatif sur la situation actuelle. Les choses ont commencé à bouger. Il ne faut pas oublier qu'il y avait pratiquement deux médiations qu'on a finalement retransformées en une médiation en redonnant la médiation au président angolais qu'il avait de l'Union africaine depuis quelque temps. Et puisque le M23 et son allié, le Rwanda, sont en train de conquérir de plus en plus des terres au niveau de la RDC, les choses sont effectivement en train de bouger pour essayer de trouver une solution avant qu'on en arrive à quelque chose que personne ne souhaite, parce que d'ores et déjà, il faut dire qu'on est dans la catastrophe pour une bonne partie des populations déplacées. On les oublie souvent. Il n'y en a pas moins de 7 millions qui ne savent plus où donner de la tête. D'abord, cette réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC qui a commencé ce lundi, quels sont les sujets sur la table, et alors que rien ne confirme si le cessez-le-feu annoncé hier par Joao Lourenço est respecté? Le cessez-le-feu n'est pas respecté, ça c'est clair. Il y a eu des combats, le cessez-le-feu n'a pas du tout été respecté pour le moment. Les ministres des Affaires étrangères, qu'on se rappelle que deux organisations de la zone s'étaient associées à un certain moment pour trouver une solution. On n'avait pas encore trouvé une solution, mais il y a une feuille de route qui était là. Et cette feuille de route recoupe en partie la feuille de route qui avait été préparée par l'Angola. Il ne faut pas qu'on oublie que il y a un sommet qui avait échoué entre le président Tshisekedi et le président Kagame à cause du fait que le président Kagame demandait à ce que Tshisekedi dialogue directement avec le M23. Et cette question de refus du dialogue avec le M23 a pendant longtemps été un obstacle pour les médiations qui ont eu cours depuis lors jusqu'à présent. Il semble que Tshisekedi accepte aujourd'hui ce dialogue direct avec le M23. Ça fait que l'accord qui devait être signé à l'époque, qui avait été déjà négocié par les ministres des Affaires étrangères, on attendait les présidents pour venir signer. Les éléments de cet accord vont certainement ressurgir avec une différence parce que le M23 a gagné encore plus de territoire entre-temps et pourra se permettre d'être un peu plus exigeant au moment des négociations. Pour une nouvelle fois, un appel cessez-le-feu n'est pas respecté. Les chefs d'état-major, quant à eux, suggèrent un renforcement du mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU, pour qu'elle sécurise notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais quel avenir militaire dans la région? Oui, mais c'est paradoxal parce que c'est la RDC qui avait demandé le départ de la MONUSCO. Si on se rappelle, il y a eu des manifestations, il y a eu des tirs, on a essayé d'incendier, il y a eu mort d'homme. On avait demandé à la MONUSCO de se retirer même avant le délai et une partie de la MONUSCO même est partie. Finalement, quand ça a commencé à créer des problèmes, ils ont demandé à la MONUSCO de ralentir. Aujourd'hui, on est en train de demander à la MONUSCO de faire encore plus. L'éternel problème, pendant que le M23 gagne du terrain. Oui, l'éternel problème avec ces forces, c'est qu'il faut que le mandat soit revu parce que généralement, c'est des forces de paix, c'est des forces d'interposition. Elles ne sont pas là pour faire la guerre à la place de l'armée. Les gens ont raison de le demander parce qu'il faut se rappeler qu'en 2013, si la RDC a pu vaincre ce même M23, c'était avec l'aide de la MONUSCO. Donc la demande est pertinente parce qu'effectivement, quand on donne le mandat à ces forces des Nations Unies, on leur donne les moyens militaires qu'il faut, ils peuvent effectivement apporter aux forces armées de la RDC une puissance de feu qui peut jouer un rôle important dans l'issue de cette guerre contre le M23 alliés au Rwanda. Et pendant ce temps, les autorités congolaises et le mouvement du M23 sont appelés à se réunir demain, mardi 18 mars, à Luanda, en Angola. Mais quel impact sur le rôle du président angolais Joao Lourenço peut-il avoir sur le processus de paix?
Ben, je me dis avec la visite de Kabila qui a précédé cette rencontre, très certainement dans les discussions, le président angolais a pu convaincre le président, je dis Kabila, le président Tshisekedi, d'accepter de négocier avec le M23. Bon, cela d'autant plus que quand on regarde sur le terrain, l'armée de la RDC pose un énorme problème. Rappelez-vous que des militaires ont été condamnés pour complicité avec les groupes rebelles, parce qu'ils leur vendent des armes, ils leur donnent des renseignements. Le plus grave, il y a des généraux qui sont en train d'être jugés, qui ont tout simplement fui, il ne faut pas l'appeler autrement, devant le M23 appuyé par le Rwanda. Ben, dans ces conditions, sur qui le président va compter pour faire la guerre au M23 appuyé par le Rwanda? Pour moi, c'est très logique que Tshisekedi accepte de négocier avec le M23 parce qu'à l'heure actuelle, militairement, la RDC n'a pas montré sa capacité ni à pouvoir vaincre, ni à pouvoir arrêter le M23. Mais autant négocier aujourd'hui, parce que la guerre se terminera d'une façon ou d'une autre par des négociations. Autant négocier aujourd'hui pour diminuer le nombre de guerres, le nombre plutôt de morts, diminuer les dégâts et permettre aux populations déplacées de rejoindre leurs habitations habituelles et reprendre leurs activités économiques. Quelle assurance, Mamadou Diouf, que les deux parties répondront demain à l'invitation du président angolais? Difficile de parler d'assurance parce que lors du sommet Félix Tshisekedi-Kagame, on nous avait donné l'assurance pratiquement que tout va bien se passer. Et on a vu finalement, le président congolais est intervenu par vidéoconférence. Oui, non seulement il est intervenu par vidéoconférence, mais quand il a fallu signer l'accord avec Kagame, le président Kagame n'était même pas allé. Est-ce qu'aujourd'hui, le président angolais détient une feuille de route qui convient aux deux parties, qui fait que toutes les deux parties seront présentes? Ce n'est pas encore évident parce que nous n'avons pas une information claire là-dessus. Ensuite, ce n'est pas parce que les deux parties se retrouveront en Angola qu'un accord est garanti. Parce qu'il s'agira de discuter pour s'accorder sur quelque chose. Donc c'est trop tôt pour pouvoir dire clairement s'il y aura discussion déjà, parce qu'au dernier moment, si une partie introduit une donne, l'autre partie peut refuser, comme on l'a déjà vu. Et il n'est pas évident qu'on aboutisse déjà à une solution, d'autant que même le cessez-le-feu souhaité a du mal à tenir pour le moment. Néanmoins, quelles sont les attentes de la réunion de demain? Est-ce qu'il était prévu qu'il y ait des signatures tout de même? Mais bien sûr, il y a un travail qui est fait depuis fort longtemps par l'Angola, mais qui avait du mal à créer cette convergence. Quand on fait de la médiation, il faut que des deux parties, chacune accepte de laisser une chose, parce que c'est ça une médiation. On ne peut pas demander, c'est ça qui rendait la médiation difficile, parce qu'il est clair que le M23 étant le mouvement armé qui est sur le terrain, même s'il est appuyé par le Rwanda, je ne vois pas comment on peut mettre fin à cette guerre sans le M23, s'il faut mettre fin à la guerre par un accord. Et ça a été un obstacle par rapport à la médiation de l'Angola, parce que Tshisekedi, pendant fort longtemps, a tenu tête en disant qu'il n'est pas question de parler à des pantins. C'est exactement l'expression qu'il avait utilisée en parlant du M23. Mais les données ont changé actuellement sur le terrain et sur le plan militaire. Jusqu'où Tshisekedi est prêt à aller avec le M23 appuyé par le Rwanda, nous n'avons pas encore d'éléments parce que du côté de la RDC, on montre le principe d'aller à une rencontre, mais on ne nous donne pas d'éléments sur qu'est-ce qu'on va exiger, est-ce qu'il y aura des préalables, rien n'est dit sur ce plan-là. Mais en attendant, une autre réunion s'est tenue à Bruxelles. C'est un conseil de l'Union européenne qui devrait décider des sanctions dans ce dossier. Et en ligne de mire figurent les responsables rwandais. Mais tout à fait. Il y a des sanctions qui ont été décidées contre des responsables rwandais, y compris des responsables militaires, des responsables industriels, puisque on considère que c'est eux qui exploitent les mines qui proviennent de la RDC. Il y a des sanctions qui ont été prises contre des personnes, les individus ont été nommés, et il y a parmi elles également le premier responsable du M23 qui lui est de la RDC, avec d'autres 7 à peu près qui sont plutôt des Rwandais. Et ces sanctions sont liées au fait que les gens considèrent que pendant cette guerre, on profite pour exploiter les ressources de la République démocratique du Congo au profit de Kigali. Les sanctions ont été prises par l'Union européenne et la prise de ces sanctions, on le doit grandement
à des parlementaires belges qu'on a vu intervenir de façon très forte au niveau de leur parlement pour réclamer que la Belgique prenne ses responsabilités par rapport au Rwanda, qui, il faut le rappeler, a été une colonie belge. Et finalement, la Belgique a fait le même travail au niveau de l'Union européenne, ce qui a abouti pas seulement à des condamnations, mais actuellement à des sanctions contre des Rwandais. Et on apprend ce lundi l'annonce par le Rwanda de la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision sur les négociations actuelles? À mon avis, il n'y aura pas de conséquences sur les négociations actuelles de façon directe, parce qu'ici, c'est le Rwanda qui réagit au fait que Bruxelles a été très active pour le fait qu'on sanctionne le Rwanda. Et Kinshasa avait longtemps réclamé que ces sanctions interviennent. À l'Union européenne, aux Nations Unies, à tout le monde, à l'Union africaine, Tshisekedi a tout le temps demandé des sanctions contre le Rwanda. Bon, cette fois-ci, il y a l'Union européenne qui le fait, et qui le fait sous le leadership de la Belgique, ce qui fait que le Rwanda, politiquement, diplomatiquement, répond à cet activisme de Bruxelles en décidant de rompre avec effet immédiat les relations diplomatiques et en demandant à la diplomatie de façon générale présente au niveau du Rwanda de quitter le pays sous 48 heures. C'est ça la situation actuelle. Et justement, quelle peut être la suite dans les relations, notamment avec Kinshasa? Il n'y aura pas de suite dans l'immédiat, puisque d'habitude sur le plan diplomatique, il y a cette façon de se rendre l'ascenseur immédiatement. La Belgique également a donné 48 heures aux diplomates rwandais pour quitter son territoire. La réciprocité s'applique généralement dans ce genre de situation. Ce qui est sûr, c'est que sur cette période de crise, il y aura un froid qui risque d'être même glacial, parce que quand on retire les ambassadeurs, il y a déjà un froid. Ici, le froid sera plutôt glacial puisqu'on est allé directement au sommet. C'est pourquoi la Belgique parle de mesures disproportionnées, parce qu'on est allé vraiment au sommet directement. Il y aura un frein au niveau des relations diplomatiques, et ça ne s'arrêtera pas aux relations diplomatiques, parce que les activités économiques et autres, tout va suivre quand il y a rupture des relations diplomatiques. Après plus de 3000 morts en seulement quelques mois en République démocratique du Congo et des médiations qui s'activent, est-ce que ces sanctions arrivent tardivement? Mais ces sanctions arrivent tardivement, bien sûr, puisqu'on l'a dit, Tshisekedi 2 fois au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire 2 années de suite, a réclamé des sanctions, puisque l'intervention du M23 n'avait pas atteint le niveau actuel. La présence du Rwanda avait été prouvée par plusieurs sources indépendantes après les accusations de Tshisekedi. Les États-Unis, l'Union européenne, beaucoup de pays avaient reconnu effectivement la présence du Rwanda sur le sol de la RDC. Mais à l'époque, les calculs étaient là, puisque le M23 était encore dans un espace pas très important. Mais le risque actuellement, il est grand, parce que si on n'arrête pas ce conflit, le M23 risque d'essayer de descendre sur Kinshasa. Justement, la situation sur le terrain reste encore extrêmement tendue. Quelles mesures doivent être prises ou mises en place pour garantir la sécurité après avant, après, pendant même les négociations? D'habitude, dans ce genre de négociations, la première mesure, c'est le cessez-le-feu. Mais qui est difficilement à respecter. Mais bien sûr. En fait, il n'y a pas encore de cessez-le-feu, parce que c'est le président rwandais, le président angolais plutôt, qui l'a souhaité. Un cessez-le-feu, on ne le souhaite pas. C'est les deux parties qui signent un cessez-le-feu, et généralement même, on lui donne un délai. Et pendant qu'il y a le cessez-le-feu, effectivement, il devient facile de négocier quand les armes se taisent. Va-t-il pouvoir obtenir des deux parties cette signature à la rencontre de ce mardi? Mais ça va être le premier objectif à atteindre, parce qu'à quoi ça sert de s'asseoir autour d'une table, de dire qu'on négocie pendant que nos soldats sont en train de se tirer les uns sur les autres? Il va essayer d'avoir un cessez-le-feu. Après le cessez-le-feu, maintenant, va commencer le travail difficile, parce que la RDC va vouloir très certainement retourner à l'ancienne position, demander au N23 de libérer Bukavu, et de déposer les armes, de libérer Goma, etc. Ça va être compliqué, la négociation, parce que qu'est-ce que le M23 va demander en retour pour accepter de libérer ces deux villes? Vous voyez que la négociation ne part pas sur une base qui va être facile, parce que le M23 aujourd'hui occupe deux villes importantes de la RDC dans cette zone. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.